Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un livre, une voix, le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux autrices émergents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Brigitte Mascaro pour son ouvrage Le château de mon père. Dans ce récit à la fois historique et familial, Brigitte nous emmène au cœur du château de Brunet. C'est une ancienne forteresse médiévale qui est située dans les Alpes de Haute-Provence. Elle nous raconte son histoire, une vraie histoire. C'est l'extraordinaire aventure de ses parents qui, dans les années 70, ont entrepris de sauver les ruines de ce château pour en faire leur propre cocon. 6 années de recherche pour Brigitte, de souvenirs, d'émotions, pour publier finalement en 2025 son livre. C'est un vibrant hommage à son père et à la transmission entre les générations. Bonjour Brigitte, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Nelly, merci de me recevoir. Je t'en prie. Alors voilà, j'ai présenté un peu le contexte de ton livre. Est-ce que tu peux nous dire exactement comment s'est déroulée la mise en place de ton projet d'écriture et puis le déclencheur en 2018? Alors en fait, après le décès de mon papa en 2018, j'ai été confrontée à la responsabilité de gérer ses affaires et sa maison dans les mois qui ont suivi son départ. Et dans le couloir qui menait aux chambres, sur un mur, il y avait une grande photographie du château de Brunet, une vue aérienne prise en 1998. Et chaque fois que je passais devant, cette photo m'attirait et c'était comme un petit appel silencieux. Je comprends. Et puis, j'ai découvert les documents. Donc, il y avait des actes notariés sur l'achat et la vente, une expertise que mon père avait fait faire en 1980, des albums de famille remplis de photos. Et enfin, on m'a transmis une vidéo. Les 3 premières minutes montraient le château au moment de son acquisition, c'est-à-dire en 1974, un état des lieux, des ruines. 3 minutes suivantes, datées d'1 an plus tard, elle révélait mon père, tout juste 30 ans, en short, torse nu, en train de démolir un mur. D'abord à l'aide d'un treuil à bateau, puis avec une pioche à pic perchée sur la race du mur, à plus de 3 mètres de haut. Cette vidéo a été un véritable choc. J'ai découvert un homme jeune, courageux, déterminé et presque téméraire. À travers ces images, j'ai compris l'ampleur du défi qu'il avait relevé. Tous ces éléments réunis ont éveillé en moi le besoin profond de raconter cette histoire, mais aussi celle du château et l'aventure familiale. C'est incroyable. Donc, effectivement, tu avais envie de partager cette aventure extraordinaire. Il y avait un devoir de mémoire également dans cette envie d'écrire? Alors, je dirais que c'était les deux à la fois. D'abord, un véritable devoir de mémoire. Je voulais laisser une trace pour mon fils, pour ma nièce et mon neveu qui n'ont pas connu leur grand-père sous cet aspect de bâtisseur passionné. Je souhaitais également transmettre cette histoire à tous ceux qui avaient partagé de près ou de loin cette aventure, ainsi qu'aux habitants du village de Brunet. Car sans mon père, tout ce patrimoine aurait probablement disparu à jamais. C'est sûr. Et tu peux nous décrire un peu justement le château de Brunet, comment il était? Alors, lorsque mes parents ont acheté à Brunet, donc en 1974, il restait les murs d'enceinte, les 2 tours, les écuries. Le château en lui-même n'avait plus de toiture depuis plus de 10 ans. L'intérieur était partiellement effondré. La végétation avait envahi les pièces, les menuiseries se balançaient au rythme du Mistral et presque toutes les vitres étaient cassées. Il n'y avait ni l'eau ni l'électricité. D'accord. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que cette dégradation n'était pas due aux guerres, contrairement à ce qu'on pourrait penser au départ. Cette partie de la Provence a partiellement été épargnée. En réalité, c'est un seul homme, un entrepreneur de maçonnerie, qui a littéralement démonté le château pour récupérer les matériaux et construire une maison de maître à Cavalère dans le Var. Donc il avait tout détruit comme ça pour lui-même, pour faire autre chose. Voilà. Donc l'abandon et le temps ont fait le reste. J'ai appris même que l'escalier principal et la bibliothèque avaient été vendus puis expédiés aux États-Unis. Incroyable. Mes recherches m'ont permis de retrouver une description extrêmement précise du château, car il a été mis aux enchères pendant une partie, ainsi que 2 photos de 1927 et 28 où là, il apparaissait encore dans son intégralité. Grâce à son travail acharné, mon père a transformé les écuries en un mas provençal.
Quant à la partie du château qu'il ne pouvait plus sauver, il a choisi de la démolir à la main afin de créer un superbe jardin. Son travail a d'ailleurs été mis à l'honneur dans un reportage de 8 pages dans le magazine Maison et Décors Méditerranée, intitulé en Mémoire à ciel ouvert, en octobre 2008. Oui, j'ai vu quelques images passer. Donc en fait, le château était vraiment en ruine. Mais qu'est-ce qui s'est passé là dans la tête de tes parents d'un coup pour se lancer dans une telle aventure? C'était qui tes parents? Alors en fait, je crois qu'ils sont d'abord tombés amoureux du lieu, puis depuis la cour du château, la vue était vraiment très spectaculaire. Ouais. On dominait tout le village, l'As en bas dans la vallée serpentée, des cultures de pommiers et de lavande, et au loin se détachaient les montagnes, les Dourbes et le Cheval Blanc. Mon père, lui, a immédiatement vu le potentiel de l'ancienne écurie et a imaginé une grande maison familiale où il pourrait recevoir ses proches et recréer l'esprit de convivialité qu'il avait connu avant son rapatriement d'Algérie. Ouais. En fait, mes parents, tous les deux étaient gérants du groupe André. Ils n'étaient ni architectes ni artisans du bâtiment. Mon père avait quelques notions de bricolage acquises auprès de son père, mais il possédait une qualité essentielle. Il ne reculait jamais devant la difficulté. Là où beaucoup voyaient que des ruines, lui voyait une maison pleine de vie et de promesses. Ah, c'est fou, quel courage. Et donc toi, pour toi, là, quel souvenir d'enfance symbolise le mieux les moments de ta vie dans ce château? Alors, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, ce sont les fêtes de famille, mes cousins, les éclats de rire, les repas qui n'en finissaient plus, les longueurs de table dressées, un coup sous le pain, un coup dans la cour. Ton père a réussi son pari, en fait. Il voulait rassembler la famille, c'est ce qu'il a fait. C'est ça, tout à fait. Quand on a déjà 9 ou 10 ans et qu'on donne comme adresse à ses copines le château de Brunet, à Brunet, on ressent une fierté, même si à l'époque, ce n'était que quelques ruines. Le château représentait aussi pour moi une grande liberté. Les week-ends, on passait notre temps à courir dans les collines, on explorait les environs, on inventait des jeux avec mes cousines, on refaisait le mariage de Sissi et de François-Joseph dans l'église abandonnée. C'était une enfance simple, sans écran, sans téléphone portable, mais incroyablement riche humainement. Nous vivions dehors, au rythme des saisons, entourés de la nature et de la famille. Ce sont ces souvenirs-là qui symbolisent le mieux ce lieu. Mais donc, quand tu as écrit le livre, bon, tu avais tes souvenirs d'enfance, ça c'est sûr, mais avec toutes tes recherches, tu as dû redécouvrir tes parents, les voir sous un nouveau regard? Alors oui, bien sûr, en revisitant cette histoire, mon regard d'adulte, j'ai pris conscience du courage de mes parents qui ont fait preuve pour réaliser ce chantier, ils étaient parfois incroyablement audacieux. Aujourd'hui, certaines situations me paraissent presque irréelles. Quand je repense que mon père démolissait les murs sans protection, que l'on jugerait aujourd'hui indispensable, je le revois monter à l'échelle à plus de 20 mètres, en short, en espadrille, avec une confiance absolue. Mais nous étions un peu tous comme ça à l'époque. Nous, les enfants, on passait notre temps à jouer dans les ruines du haut village. C'était pas plus sécurisé que ça. L'ancienne église était aussi en très mauvais état. On montait sur le toit de l'église pour admirer la vue. Avec le recul, si j'avais vu mon propre fils faire certaines choses qu'on faisait, j'aurais probablement eu très peur. Oui, exactement. Non, monte pas là. Mais donc, c'est quand même 6 années de recherche pour en arriver à écrire ton livre et à le publier, parce que tu as retracé aussi la vie du château avant même l'arrivée de ton père dans ces travaux-là. Oui, en fait, dès l'instant que j'ai décidé d'écrire ce livre, j'ai eu tout de suite une vision claire de sa construction. Je voulais raconter l'histoire du château, son sauvetage étape par étape, mais aussi mes souvenirs d'enfance. J'aurais pu me contenter de raconter l'histoire de mes parents à partir de 1974. Pourtant, il y avait quelque chose qui m'intriguait depuis longtemps.
enfant, avec mes cousines, nous avions découvert une vieille valise abandonnée dans un fossé Oh, ok. et elle contenait des journaux édités autrefois au château. D'accord. Mhm. Cette découverte a toujours nourri mon imagination d'enfant. J'imagine, oui. À cela s'est rajouté les histoires racontées par les habitants du village. Oh. Certaines étaient vraies, d'autres relevaient davantage de la légende. Mm, mm, mm. Et puis, enfin, dans l'acte d'achat, ma mère avait laissé quelques notes manuscrites concernant des recherches qu'elle avait effectuées aux archives de Digne. Mhm. Et tout cela m'a donné envie d'aller plus loin, de reconstituer le Pulse Ouais. pour avoir une histoire complète. Ouais, je te comprends. Alors, comment ça s'est passé concrètement au niveau de tes recherches? Alors, mes recherches, j'ai commencé donc à partir des actes Mhm. notariés du château. Mhm. Ensuite, j'ai consulté les hypothèques de Digne, mais celles-ci ne remontaient pas au-delà de 1956. Ok. Donc, j'ai poursuivi mes recherches auprès des études notariales, ce qui m'a permis de retrouver qu'un seul propriétaire et de remonter jusqu'en 1926. Ok. Ensuite, j'ai voulu faire des recherches sur la famille de Tressman, de Brunet, de Signane. La première difficulté a été de comprendre qu'une erreur de retranscription figurait dans les documents. Le nom paraissait sous la forme de Tressman, Mande, au lieu de Ouais. de Tressman. Ok. Donc, une fois que j'ai eu corrigé cette erreur, tout un pan d'histoire s'est C'était ouvert un à peu moi. plus clair. Ok. Voilà, parce que c'était quand même une très grande famille pour la Ouais. province. Mhm. Donc, j'ai pu retracer la vie de cette famille de 1564 à 1881. Ok. Donc, pendant 7 générations, ils ont occupé une place importante dans Ben l'histoire de la oui. Provence Ouais. et de ce château. Mhm. Certains d'eux étaient conseillers à la cour des souverains de Provence. Il y avait Mhm. des officiers, des chevaliers de Malte, des commandeurs et même un capitaine de vaisseau, dont Mhm. François de Tressman, qui a été le capitaine de vaisseau de Louis XV sur la Mhm. Victoire et Mhm. qui a participé aux batailles pour l'indépendance des États-Unis. D'accord. Ça, je l'ai découvert que très récemment. Mhm. Et puis, mon cousin Philippe Mascaro, qui est passionné de généalogie, Donc, ça doit aider, j'imagine. voilà, lui s'est chargé de la partie antérieure à 1564. Oui, ben, ça Pour ma remonte là. part, Hein. Mm. voilà, il m'en restait 40 années à documenter. Je pensais alors que ce serait simple, facile. En réalité, c'était la période la plus complexe. J'ai passé de nombreuses journées aux archives départementales à consulter d'abord les registres fiscaux, Ok. les actes notariés, les archives judiciaires, les hypothèques. Ok, ça part dans tous les sens pour pouvoir tout rassembler. Exactement, c'est Mhm. une bobine. Des fois, on tire un bon fil, Mhm. puis des fois, ça nous mène à rien. Ah, Mais bon, rien. Ouais. c'est tellement passionnant qu'on passerait sa vie là-bas, quoi. Ouais. On a des trésors insoupçonnés en Bah, France dans c'est ces sûr. archives. Hein. Ouais. C'est vraiment passionnant, hein. Mhm. Donc, une enquête historique. Et donc, tu as fait des découvertes. Je suppose qu'il y en a qui t'ont surprise ou émue. Est-ce que tu en as en tête? Alors, comme ça, je dirais 3 découvertes Ouais. qui m'ont particulièrement marqué. La première, c'est la vidéo que mon Oui, la père n'a vidéo jamais de. vue. En plus, il l'avait pas vu. Oh, Ouais. d'accord. Qui datait de 45 ans. Pour moi, c'était un véritable héros quand je le vois sur ces Mhm. images. Ensuite, la seconde, ça a été de la découverte de la description complète du château, Mhm. qui a été établie par Maître Bosc en 1898, Oui. au moment de la vente aux enchères. Et là, j'ai découvert la présence de plusieurs caves. Mon père Ouais. n'en avait découvert qu'une seule, qu'il Oh, avait ok. remplie rapidement avec les gravats issus de la démolition. Mhm. Et s'il avait connu l'existence des autres, ça lui aurait probablement facilité bien une partie du chantier. Ouais, ouais, ok. Et puis la troisième est très symbolique. J'ai découvert que le dernier représentant de la famille de Tressman à avoir marqué l'histoire du château s'appelait aussi Jean-Paul, exactement comme mon Oh, père. oh, ça Donc, alors. en étudiant son parcours et les travaux qu'il a réalisés, que ce soit pour le château et pour le village, j'ai senti qu'il partageait le même attachement profond de ce lieu.
Cette coïncidence m'a particulièrement émue. Ouais, oui. Mais donc en fait, il faut équilibrer les faits historiques aussi et les souvenirs personnels, hein, parce que c'est ce que tu as fait dans ton livre. Comment tu t'y es prise? Ben, je crois que ça s'est fait naturellement. Mhm, L'histoire du château était celle qu'elle était. Je pouvais ni la modifier ni l'inventer. mhm. Donc mon rôle consistait simplement à la restituer le plus Ouais. fidèlement possible, Mhm, sans trop ennuyer le lecteur non plus, parce que mhm. bon, c'est une succession de familles Oui, il y qui a ont beaucoup de choses à dire en plus sur toutes ces années. Mhm. voilà. Et puis les souvenirs, ben, ils sont revenus presque malgré moi. Lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai eu l'impression d'ouvrir une immense boîte de Pandore. Et puis, alors que parfois, ben, je me rappelle même pas ce que j'ai fait l'année dernière. Mais là, les détails de plusieurs décennies sont Mhm. revenus comme ça, avec une précision étonnante. Les odeurs, les voix, les jeux d'enfants, les conversations. Ouais. Un lieu La- marquant, ce château, et puis ça te marque effectivement dans tes souvenirs d'enfance, ouais. Ouais, Eh ouais. oui, oui, cela a même surpris ma mère et puis plusieurs membres de la famille qui ont vécu la même chose que moi, hein. Mhm, Certains détails leur avaient totalement échappé. mhm. Je pense que c'est l'écriture qui a réveillé chez moi cette mémoire émotionnelle très forte. Ah ouais, ah oui. Mais justement, il y a peut-être eu des passages difficiles à écrire émotionnellement. Alors oui, sans hésitation, l'avant-dernier chapitre, celui Mhm. qui est consacré à la séparation entre mon père et son Ouais. château. Ça a été très difficile à écrire. Mhm. Il avait pourtant, pour nous, il a toujours cherché à nous protéger, donc il parlait très peu de ce moment-là et de Mhm. son ressenti. Mais connaissant l'attachement qu'il avait pour ce lieu, je sais que ça a dû être une épreuve immense pour lui, Il s'en était séparé pour quelle raison en fait, hein? pour des raisons de santé. Oui, Et puis, parce qu'il voulait pas nous laisser ce poids. oui. Il savait Mhm. que moi et ma sœur, on pourrait pas vendre. Hein. Mhm. Oui, ça va Ça être. aurait été trop, pour nous, un déchirement. Donc, pour lui, ça l'a été, mais il a Mhm. préféré que ce soit lui qui le subisse que nous. Bien sûr, je comprends. Donc, Mhm. encore aujourd'hui, si j'essaye d'imaginer le moment où il a fermé la porte et remis les clés au nouveau propriétaire, j'ai toujours la même émotion. Ouais, Je pense que ça a dû être très compliqué pour ouais, lui. j'imagine, ouais. Et bon, sinon, les moments qui t'ont procuré le plus de joie pendant l'écriture, c'était lesquels? Ah, ben, les moments heureux, c'est de se replonger dans les albums de famille. C'est fantastique de Avec retrouver les ces vieilles photos. photos. Voilà, les vieilles photos en noir et blanc, les repas, les fêtes d'anniversaire, les grandes tablées, les parties de pétanque. Mhm. C'est un immense bonheur. J'ai revécu les rires, les discussions, ces soirées interminables, l'étage qui se transformait en dortoir. Oh, c'est extra. Et puis, j'ai également pu mesurer à quel point ma grand-mère avait beaucoup compté dans ma vie. Mm. Et j'ai pris conscience de la qualité de la relation qu'avaient mes parents entre eux. On n'a pas le même regard quand on est enfant que Mm, 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 quand mm, mm. on est adulte. Et bien sûr, comme tous les couples, ils avaient parfois des accords, hein, Mhm. mais il existait vraiment un profond respect entre eux. Ils se Mhm. disputaient jamais devant nous, ni d'ailleurs devant personne. Mhm. Et puis, quand ils n'étaient pas d'accord, ils faisaient quand même front devant nous. Ouais, ouais, oui. Et puis ils Pour, se sont soutenus hein, pour ce château. toujours, C'était quand même oui, un oui. point important. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en écrivant, en réalisant ce projet d'écriture pour ce premier livre? Alors, ça m'a appris avant tout la patience parce que je pensais Patience pas que j'allais d'écrivaine. pas, voilà, je pensais pas que j'allais passer 6 années Mhm. à faire Oui. des recherches. Chaque fois que j'ai eu un peu des découragements, lorsque je pensais que j'avais fait le tour du sujet, ben, je retrouvais une photo ou un document, un témoignage ou une information inattendue et puis ça venait remettre de l'eau au moulin et redonner l'envie de Mhm, poursuivre. mhm. Et Ouais. puis, j'ai découvert ben, une forme de persévérance que je Mhm, soupçonnais pas forcément. Je mhm. voulais aller au bout pour mon père. Et puis, je voulais aussi Bah, laisser une trace. ça ressemble un peu à ton père, ça, la persévérance. Voilà, c'est ça. Tu l'as fait d'une autre manière. Il l'a fait sur le château, puis Voilà, toi, tu l'as fait sur l'histoire du château. c'est ça.
Et puis, il faut reconnaître que ce livre m'a aidé à me reconstruire aussi après 2 épreuves difficiles, la perte de mon père et puis quelques mois après, la perte de mon Oh, mari. oui, c'est difficile, oui. Le fait de se replonger dans des bons souvenirs, ça m'a fait oublier temporairement mon chagrin. Et puis, se rappeler les moments heureux, c'est surtout ça qu'il faut retenir quand on perd quelqu'un. Et puis, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, d'avoir eu cet héritage affectif, d'avoir grandi dans cet environnement bienveillant. C'est un livre important. thérapeutique, mais bon, qui a quand même pris plus de 6 ans, donc ça prend le temps là de cicatriser aussi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites transmettre au lecteur à travers donc l'écriture de l'histoire du château? Donc en fait, je voulais transmettre qu'avec du courage, du travail, de la persévérance, il est possible d'aller au bout de ses rêves, même s'ils paraissent déraisonnables. Lorsque mes parents, eux, ils ont acheté le château, beaucoup de personnes ont probablement pensé qu'ils se lançaient dans une aventure impossible. Bah oui. Pourtant, ils ont réussi à transformer ces ruines en un véritable lieu de vie. Mon père avait un rêve, créer un endroit de famille où on pourrait se retrouver, partager des bons moments, et comme celui qu'il avait connu en Algérie. Donc, il était fier d'avoir été jusqu'au bout. Et puis, au-delà de cette aventure, je voulais aussi parler de la transmission familiale. Aujourd'hui, j'ai parfois le sentiment que les occasions de se réunir deviennent plus rares, les familles sont plus dispersées, chacun a ses contraintes, son rythme de vie, ses obligations. Même dans ma propre famille, alors que c'est une valeur forte, c'est parfois difficile de se retrouver aussi souvent qu'avant avec nos cousins et puis plus difficile de se rassembler. Ouais, le rythme de vie a changé. C'est ça. Alors, il y a eu un véritable engouement des journaux locaux pour ton livre, et puis il y a des retours de lecteurs qui ont dû te toucher. Raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé juste après la sortie. Alors en fait, dès février 2025, j'ai reçu un petit prix de la Palme de février qui m'a effectivement permis de bénéficier d'une belle visibilité. Plusieurs journaux ont parlé du livre. J'ai même reçu une lettre de félicitations de Jean-Louis Masson, qui est le président du département du Var. J'ai également la chance d'avoir été soutenue dans ma commune par le maire, qui représente d'ailleurs le village de la Cadière. C'est un petit peu des similitudes avec le village de Brunet. C'est un petit village perché aussi, un petit peu pareil. Et puis le premier retour de lecture qui m'a profondément touchée, c'est celui de mon cousin Philippe Mascaro. Il a été mon tout premier lecteur puisqu'il a lu manuscrit. Et lorsqu'il m'a proposé d'en écrire la préface, j'ai ressenti cela comme un immense honneur. Lui, il a beaucoup écrit, il a beaucoup travaillé sur la généalogie de la famille. Et puis, s'il souhaitait ajouter des mots au mien, je trouvais que c'était fort, quoi. Ensuite, les témoignages qui me touchent le plus souvent des lecteurs, c'est quand ils me disent « Oh, ce livre m'a rappelé mon enfance ou encore « J'ai appris quelque chose que j'ignorais ». Je comprends tout à fait. En tant que lectrice, c'est exactement ce que j'aime, moi. Quand je referme un livre, après avoir vécu une histoire, mais j'aime aussi découvrir quelque chose de nouveau. Donc, si les lecteurs y retiennent une idée, une anecdote ou une émotion, alors mon livre, il remplit une petite mission. Oui, tout à fait. Moi, effectivement, quand tu dis des lecteurs te parlent de leur enfance et disent ça me rappelle des souvenirs. Ça m'a fait ça également, notamment quand tu parles de ta grand-mère et des recettes et de toutes ces recettes de l'époque qui se font plus maintenant pour faire du pâté, pour faire plein de choses. J'ai vraiment pensé à ma grand-mère et puis à ma famille, donc je comprends tout à fait. Je voulais savoir ton écriture. Donc, tu as commencé avec ce livre. Ça s'arrête pas là parce que je sais que tu as participé à plusieurs ouvrages collectifs ces dernières années. Raconte-moi un petit peu ton parcours finalement d'écrivaine. Alors, donc oui, j'ai commencé avec ce livre et puis l'année dernière, j'ai eu la chance de participer au festival Livre en scène organisé par Rencontre des auteurs francophones. Oui. À la suite de ce festival. Est-ce que tu peux nous dire Rencontre des auteurs francophones, c'est quoi exactement ?
Alors, Rencontre des auteurs francophones, c'est un réseau Oui, international sur les 5 continents ok, où il y a à peu près 400 auteurs, donc merveilleux. qui représentent la francophonie un petit peu partout dans le monde. Oh, c'est extra, ok. Voilà. Donc, il y a eu un premier appel à texte Mhm. qui a été lancé pour un hommage à Marcel Pagnol. Oh, ça c'est extra. Marcel Ma Pagnol, j'adore. nouvelle, Les murmures du château, a été retenue, donc j'étais très contente. Il y a Oh, 36 autres auteurs qui ont super. participé. Cet ouvrage, Nouvelles du pays des cigales, est préfacé par Nicolas Pagnol. Non, c'est Il est merveilleux ça. paru en août 2025. Mhm, Et en plus, j'ai eu la joie de rencontrer Nicolas Pagnol lors du salon de Gémenos, là, il y a quelques mhm. temps, où il m'a dédicacé un exemplaire pour moi. Oh là, quelle fierté. Ensuite, eh ben, toujours dans les ouvrages collectifs avec les auteurs francophones, j'ai participé à l'encre des papilles. Donc, Oui, c'est un ouvrage où il y a la 40 recettes avec 40 histoires de famille autour des recettes. Donc, moi, exactement ce que tu aimes, c'est ça? voilà, exactement ça. Donc, moi, j'ai fait une nouvelle qui s'appelle Fromaggiade, héritage parfumé de Pâques. Mhm, Ce livre est préfacé par le chef Claude Goudard et il a été mhm. publié au mois de décembre. D'accord, Donc, il a bien été apprécié pour les fêtes de fin d'année. C'était un petit c'est cadeau sûr. sympathique. Et le dernier, enfin, le petit qui est sorti au mois d'avril. Mhm, Donc, Nos histoires d'Amérique, en l'honneur des 250 ans, pour célébrer les 250 ans de l'indépendance des mhm. États-Unis. Donc, j'ai écrit un palazzo bâti sur le rêve américain. Ouais. On est 28 auteurs. Mhm. Et, et ce, ce recueil m'a permis de participer il y a quelques semaines à un grand événement, une grande Mhm. cérémonie qui a été organisée le 19 mai au Palais de la Mhm. Méditerranée à Nice, Ok, en présence de Monsieur l'ambassadeur des États-Unis en France, oui. Monsieur Kushner, Eric Ciotti, Mm. et de plusieurs personnalités qui sont très engagées dans les relations amicales franco-américaines. Donc Ouais, ça a été c'est un grand moment. extraordinaire ce parcours. Ben c'est ça, c'est que d'un truc, on passe à un autre et Oui. Donc c'est un engagement important. Donc pour toi, avec d'être engagé dans ce réseau, réseau des rencontres des auteurs francophones. ah ben c'est grâce à eux que j'ai poursuivi mon aventure d'écrivaine parce que Mhm. je ne sais pas si j'aurais continué. Au Oui. départ, j'avais ce projet-là, mais bon, c'est vrai que de faire ces recueils, ça m'a donné envie de poursuivre. Mhm. Bon, c'est un peu une grande famille, hein, chacun apporte Oui. quelque chose, son expérience, son aide, ses conseils. Puis tu Puis bon, voyages en plus. Tu es allé à New voilà. Donc, York. au mois d'avril, je suis partie donc avec les auteurs francophones à New York. On a fait un festival sur 4 jours. Bien Quelle sûr, on a richesse. visité des lieux prestigieux comme l'ONU, l'Organisation internationale de la Oui. francophonie. On a été reçus à l'ambassade de France. On a été voir les petits francophones à la French American Academy. Mhm. On a fait des petits ateliers et puis bon, c'est vrai que partager plusieurs jours comme ça avec des auteurs, ça a été quand même Très une belle riche, aventure. ouais, une belle Voilà. aventure. Mais Hier, écoute, oui. hier j'étais à Paris, à la Dila. Aussi, oui, c'est vrai. J'ai vu passer ça sur tes réseaux. Voilà, Mm. donc l'ADILA, c'est l'administration du Premier ministre qui est en charge de publier tous les textes officiels, donc par le biais du journal officiel, tout ce qui est entré avec les lois, les décrets, Mhm. les conventions collectives, les réglementations, tout se Mhm. passe par ces éditions-là. Oh, d'accord. Donc c'était très symbolique pour moi d'être dans ce lieu hier. Oui, tout à fait. En fait, bon là, tu te lances dans une continuité d'écriture. Je sais que tu proposes des ateliers aussi. Tu es conférencière, donc tu es vraiment dans ce parcours-là. Quels sont tes prochains projets puisque tu continues à écrire? Qu'est-ce qui est en préparation? Alors là, je suis en train d'écrire un roman.
qui va se Ok. dérouler entre 1915 et 1984. D'accord. L'histoire va nous emmener en Algérie, sur la Côte d'Azur, à Nice, et puis de nouveau en Algérie, et puis D'accord. ensuite dans les Deux-Sèvres. Mhm. C'est un projet qui est différent du château de mon père, mais c'est Oui. toujours ancré dans la mémoire familiale, le patrimoine, l'histoire. Ouais. Dans le Voilà. sud de la France, la Méditerranée. Voilà, c'est ça. Mhm. J'ai presque fini là. Bon, j'ai eu un peu des obligations ces derniers jours, mais je pense que d'ici une dizaine de jours, il devrait être fini. Puis après, il y aura toute la partie correction. Ouais. Mhm. Qui prennent pas mal de temps. C'est ça. J'espère bien le sortir pour la rentrée. Oh, c'est génial. Et tu as peut-être des salons, des événements auxquels tu vas participer, sur lesquels les lecteurs pourraient te rencontrer, faire signer leurs livres? Alors, pour mes prochaines dates, donc il y aura Trans en Provence, c'est le Mhm. salon du livre et de la convivialité, le 27 juin. Ok. Ensuite, il y aura plusieurs estivales sur Sanary et Bandol en juillet, les Mhm. mardis et jeudis soirs. Oui. Le 17 juillet, je serai à Aix-en-Provence pour les nuits aixoises. Mhm. Le 18 juillet à Carqueiranne. Le 29 juillet au Revest, pour un festival. Et puis ensuite, le 2 août, à la fête du livre de Calas. Et enfin, le 5 juillet, je serai à Cavalère pour les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. D'accord. C'est un beau programme là. Tu vas beaucoup bouger. Voilà, là, Ça va pas être les vacances. c'est ça, c'est ça. Après, en août, je m'arrête. Mhm. Et Écoute, tu as peut-être des projets pour 2027? toujours avec les auteurs francophones, Oui. ils ont lancé un projet donc en janvier dernier qui va être sur un nouveau festival qui va se dérouler à Cannes. Donc, ce sera un D'accord. livre, un destin. Cet événement, donc on a commencé par un très beau dîner de gala en janvier au Carlton Mhm. et il se déroulera certainement au mois de janvier, fin janvier l'année prochaine. Une année bien chargée, riche en événements et qui se profile bien. Et puisque tu as encore des choses jusqu'en janvier 2027. Contente pour Voilà. toi. En tout Mais cas, merci. merci Brigitte d'avoir partagé avec nous ce moment. Vraiment super, j'étais contente de te rencontrer. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli encore. Hein. Je t'en prie. Alors, je rappelle à nos auditeurs que Le Château de mon père est disponible dès maintenant en librairie, hein, chez Cultura, la Fnac, sur le site de Brigitte Mascaro également. Sinon, vous pouvez la rencontrer sur les salons. N'hésitez pas si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast Un livre, une voix. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.